Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 265. Déjà, eh oui. Les immigrés, combien sont-ils? Ce sont parfois des étrangers, souvent des Français, la plupart travaillent. Combien y a-t-il de clandestins? Combien sont sans papier? On se souvient tous d'images horribles. Parfois, leurs hôtels, ce qui leur sert d'hôtel, brûlent. On y meurt. Parfois, comme à Cachan, ils squattent un gymnase. Les images sont tout à fait récentes. Et la France, alors, s'émeut. Quelle malchance, vraiment, d'être né ici ou là, sur cette planète qui est la nôtre, à tous. On a vu, on se souvient des petites barques perdues dans l'océan, des morts par milliers, la mer comme un tombeau, pour tous ceux qui quittent les pays du malheur et de la faim en quête d'un Eldorado. L'Europe, notre Europe, ils ne sont pas toujours les bienvenus. Alors là, évidemment, la France, encore, s'émeut. Les migrations. Et les morts perdus du désert marocain, on se souvient des images de cet été, et ceux qui fuient les pays de l'Est, parfois des enfants accrochés aux roues des avions ou dans la soute des camions. L'immigration aux mille visages, presque toujours anonyme. L'immigré presque toujours sans visage. Et l'immigré, d'ailleurs, il fait souvent peur. Alors, catalogue d'idées reçues et de fantasmes divers, pas si innocent que ça. Ils sont dans nos têtes à tous. Alors, je vais les sortir. C'est une invasion, ils piquent nos boulots et nos allocs. Il y en a pour eux dans les hôpitaux, ils foutent le bordel partout. Regardez les banlieues qui brûlent, et les prisons qui en sont pleines. Graines de terroristes, 5e colonne, armée islamiste à l'ombre de cités en flammes. Les immigrés comme une colonisation à rebours qui ferait perdre à la France son identité. Allez, retour à la case départ, chacun chez soi, et les vaches maigres seront bien gardées. Alors un effort, sortons des clichés, parlons de la réalité, discutons et essayons de nous comprendre et de nous entendre avec nos invités que j'ai le plaisir de vous présenter. Paroles, musique et polémique garantie. Christiane Taubira, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de la première circonscription de Guyane et, disons-le, candidate à la prochaine élection présidentielle. C'est vrai, ça? À l'investiture du Parti radical de gauche, absolument. Donc on aura le plaisir de vous retrouver bientôt, alors. J'espère, et il sera partagé. Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes très en colère sur la question de l'immigration, contre une vision, en tout cas, de l'immigration, qui se voudrait avant tout, je vous cite, marchande. Et vous tapez aussi, bien sûr, Nicolas Sarkozy, vous tapez sur lui, que sur la gauche, que vous accusez d'instrumentaliser le débat. Merci beaucoup d'être là, Christiane Taubira. Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonsoir, je vous reçois avec plaisir. Vous êtes députée européenne du Front National. Vous êtes l'héritière, vous, alors, d'une longue tradition de lutte contre l'immigration. Et vous vous en prenez avec vigueur aux deux grands partis de gouvernement, vous aussi. Donc, à Nicolas Sarkozy, vous reprochez ses postures, que vous qualifiez d'électoralistes. À la gauche, vous reprochez une démagogie irresponsable. Genre, ouvrons nos bras, ouvrons les frontières. Vous prenez l'immigration zéro et l'expulsion de tous les clandestins. Mais je peux vous poser d'abord tout de suite une petite question d'actualité. Petite, vous me répondez vite comme ça. Vous avez vu le pape, là, il dit qu'il est absolument désolé des propos qu'il a tenus, qui ont tellement énervé la communauté musulmane. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je crois que le pape est le chef de chrétiens et que par conséquent, il dit ce qu'il veut. Mais il faut bien admettre que les réactions qui suivent ces propos, eh bien, je trouve, tentent à leur donner raison. Donner raison à qui ? À donner raison aux propos du pape. Ce que je veux dire, c'est qu'on respecte beaucoup l'islam et que je crois qu'il faut être des défenseurs acharnés de la laïcité, justement, parce qu'il existe maintenant des religions dans notre pays qui sont en compétition. Il n'a pas été maladroit, le pape, de dire ça ? Je crois pas, je crois qu'il... Le rapport entre l'islam et la violence, ça ? Non, mais il n'y a pas de maladresse à voir, c'est le chef des chrétiens, il s'adresse aux chrétiens. Je veux dire, si on ne peut plus... Non, mais je veux dire, est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose dans notre pays de liberté ou pas ? Si on n'a plus le droit de dire quelque chose, mais si on a encore le droit de dire quelque chose, je ne trouve pas qu'il ait dépassé des limites insupportables. Il n'est pas un chef de politique. Selon vous, il faut faire gaffe à tout, tellement il y a de musulmans dans ce pays. Enfin, dans ce pays ou dans ce monde, dans le nôtre, quoi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des réactions extrêmement violentes et je trouve que c'est inquiétant qu'on ne puisse pas avoir un débat normal sur la religion. Pas de réaction, je passe à autre chose. Non, simplement que, moi, franchement, les religions sur le terrain de la violence, c'est au moins match nul. Donc je ne vois pas de chef de quelque religion que ce soit qui soit autorisé à faire un procès en violence à une autre religion. Alors je suis respectueuse de la liberté de croyance autant que de la libre pensée. Et le pape qui est chef des chrétiens, il n'est pas question du niveau de liberté en France, il est question simplement de respect des croyances des autres et puis surtout d'un peu d'humilité parce que les croisades, l'Inquisition et tout le reste, ça s'équivaut, hélas. J'ai compris, merci beaucoup. Donc je continue ma présentation. Nadine Morano, vous êtes députée UMP de Meurthe-et-Moselle.
fidèle vraiment de Nicolas Sarkozy, vous défendez avec conviction la loi sur l'immigration choisie, chère au ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup d'être là. Je vous cite. Quand on reçoit quelqu'un chez soi, on ne le fait pas dormir à la cave. Merci, comme ça, s'il vient chez vous, je sais ce qui m'arrivera. Y a-t-il encore de la place dans la maison France, donc, pour que les immigrés y logent convenablement? Vous répondrez évidemment Javier Moreno, non pas Morano, Moreno, Javier Moreno, député européen proche de José Luis Zapatero. Vous êtes le chef de file des socialistes espagnols au Parlement européen. Les côtes de votre pays sont pour les clandestins une porte d'entrée du vieux continent lorsqu'ils ont la chance de survivre au voyage. On ne pourra pas dresser des murs sur la mer, dites-vous. C'est pourquoi vous lancez un appel à l'aide, je vous cite, tout seul on n'y arrivera pas. Vous devez comprendre que ce problème n'est pas espagnol, mais européen. Nous vous écouterons avec un vif intérêt. D'ailleurs, on est très, très, très amis avec vous, là, parce qu'on a un LPiste, là. Vous adorez Ségolène Royal, vous aussi. C'est une icône espagnole, maintenant. Écoutez, je ne vois pas le lien de Ségolène moi non plus, avec l'immigration. Non, mais il paraît que vous êtes mis d'accord sur la politique d'immigration. Sachez quand même qu'il y a des liens très, très forts entre les deux partis. Non, ça, je sais, vous êtes d'accord sur la politique de l'immigration avec Ségolène Royal. Et avec le Parti Socialiste en général. Avec le Parti Socialiste. Prudent. Non, il paraît qu'elle est d'accord avec M. Zapatero. Elle n'est pas venue à l'Assemblée nationale française pour dire ça. On verra. Bon. Enfin, c'était juste pour mettre un peu de piment dans la paella. Alors, Michel Vivorca, vous êtes sociologue, directeur à l'étude des hautes études en sciences sociales. Vous êtes même président de l'Association des sociologues de la planète. À peu près, quoi. De l'Association internationale de sociologie. Vous venez de publier aux éditions de l'Aube La différence, identité culturelle, enjeux, débat et politique. Alors, dans ce débat sur l'immigration, vous nous apporterez la parole de celui, spécialiste, qui trouve au fond notre société cocasse. C'est votre mot, hein. Elle voudrait choisir ses immigrés et exigerait presque qu'ils soient de meilleurs Français que les autres. Vous expliquerez comment on fait pour faire ça. Didier Awadi, au Sénégal, on ne vous présente plus. Vous êtes la grande star du hip-hop. Donc vous pensez bien que je suis un de vos fans, c'est connu, j'adore le hip-hop. Et en France, on vous a fait chevalier des arts et lettres. Bravo. Et vous sortez votre deuxième album solo, au titre Un rien angélique, un autre monde est possible. Vous, Didier Awadi, vous vous battez pour que la jeunesse ne déserte pas l'Afrique. Oui. Parvenez-vous à les en persuader? Nous vous écouterons avec... On va commencer par un petit jeu, une sorte de petit exercice comme ça. Je vais vous poser une question. Si je vous dis émigration, comme ça, hop, émigration, quel est le mot qui vous vient tout de suite à l'esprit? Chance, invasion, société métissée, malchance, fatalité, catastrophe, handicap, humanité... Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui, mais rapidement. Rapidement, c'est une chance si elle correspond à des règles, si elle correspond aussi à une véritable intégration. C'est un désastre si elle est débridée, et s'il n'y a pas d'intégration, c'est un désastre humain. Mme Taubira? Je vous réponds simplement que c'est un mode traditionnel de peuplement de la planète et que le fait nomade est plus long et plus dense que le fait sédentaire. Chef Vivorca? C'est une donnée incontournable de la vie mondiale et, j'ajoute, ça met en cause deux mots, et non pas un seul, si vous le permettez, raison et conviction. Valeur morale, si vous voulez, et responsabilité économique ou autre. Marine Le Pen? Je pense que les flux migratoires seront le grand problème mondial du XXIe siècle. Ça fait combien de temps que le Front National parle de l'immigration? Ça fait 30 ans. 30 ans? Plus de 30 ans. Vous étiez assez seul sur ce terrain-là? Ah, complètement. Nous avons tiré la sonnette d'alarme dans le désert et en général sous les insultes, d'ailleurs, de ceux qui aujourd'hui disent la même chose que nous. Monsieur Moreno. Positive. Positive? Oui. Nécessaire. Et un grand défi qu'il faudra gérer, comme vous l'avez dit, au niveau espagnol, mais au niveau européen. Merci beaucoup, Didier Awadi. Je vais vous expliquer pourquoi on aura besoin de... Oui, vous avez besoin d'Europe, évidemment. Vous demandez de l'aide, et vous nous expliquez que c'est une grande chance. Je demande de l'aide parce que si les Canaries étaient françaises, je suis sûr que vous diriez que c'était un problème français. Et c'est un problème européen. De toute façon, avec les frontières ouvertes... Attendez, parce que c'est simplement une petite partie. Les flux illégaux sont une petite partie. Mais après, si vous me permettez, je vais expliquer la politique espagnole. De régularisation massive de 500 000 qui a fait un appel d'air au monde entier. Je vais vous l'expliquer et vous verrez que ce n'est pas ça qui fait l'appel. Vous nous expliquerez tout à l'heure ou une autre fois, si on n'arrive pas aujourd'hui. Didier Awadi. Moi, je dis souvent que l'Afrique n'est pas pauvre, mais appauvrie. Et donc, les Africains ont le droit de jouir des richesses qu'ils ont souvent contribué à amasser dans certains pays du Nord. Et pourtant, vous pensez qu'il ne faut pas que les immigrés, enfin, il ne faut pas que les jeunes Africains partent. Je dis aux Africains, aux jeunes, qu'il faut rester et construire, que personne ne le fera à notre place.
Très bien. Vous avez, Madame Morano, je vais vous citer, tiens. Le sens des formules, mais ça on le savait. Non, mais j'aime bien vous citer. Je sais pas, le matin je me réveille et je me dis qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Morano. Donc, vous nous avez dit en préparant cette émission que la politique de l'UMP en matière d'immigration, c'était, je vous cite, le portail de sécurité. Oui. La politique de la gauche serait, à vous entendre, celle du terrain vague. Bon. Tandis que celle du Front National serait celle du barbelé. Oui. D'accord. Érigé tout autour du pays. Bah, bravo pour le langage imagé, c'est pratique pour vous citer en tout cas. Mais expliquez-nous ce qu'est votre portail de sécurité et comment il fonctionnerait. Et Madame Le Pen et Madame Taubira vous sont toutes oui. Alors, la première des choses, c'est de vous expliquer quand même ce qu'on a trouvé en arrivant en 2002. Une situation catastrophique en matière d'immigration et une situation aussi dramatique en matière d'intégration. Catastrophique, pourquoi? Parce que le gouvernement Jospin a fait une régularisation massive, Madame Taubira le sait, 82 000 régularisations, des demandes d'asile territoriales qui avaient explosé. Et puis, en matière d'intégration, je vous rappellerai, on va sans doute en parler, du squat de Cachan, qui date de l'an 2000. Et donc, depuis l'an 2000, nous avons dans ces squats énormément de personnes qui s'entassent au mépris de la dignité humaine. La première des choses qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est de fermer le hangar de Sangatte, où 3500 personnes s'entassaient dans le Calaisis et attendaient de passer vers l'Angleterre. Nous avons fait 4 lois depuis 2002. La première loi en 2003 pour donner des outils aux préfets et aux consuls pour pouvoir gérer l'immigration irrégulière. La deuxième pour réformer l'asile territorial. La troisième également de Nicolas Sarkozy qui donne des outils pour choisir l'immigration en matière économique. L'immigration pas subie, mais l'immigration choisie. C'est le grand thème. Et pas subie, effectivement. Est-ce que c'est réaliste, ça? Est-ce qu'on peut choisir? Oui, parce qu'il y aura un débat annuel au Parlement qui définira des quotas en fonction de ce que peut intégrer la France. Parce que faire venir des milliers de personnes, comme l'a fait l'Espagne, alors qu'on ne peut pas intégrer ces personnes, quel destin allons-nous leur réserver? Et donc, nous allons avoir un débat au Parlement sur ce sujet. Nous avons fait des conventions aussi avec les pays pour donner des visas de ce qu'on a appelé compétences et talents. Donc, on en reparlera. Et tous ces outils, nous les sommes dotés à l'heure actuelle. Mais je ne dis pas que le combat est gagné. Parce que je pense qu'effectivement, concernant l'immigration, il y a un vrai problème européen, voire mondial, et il y a un vrai problème, comme mon voisin a eu raison de le rappeler, en Afrique où il y a 950 millions d'habitants et 450 millions d'habitants qui ont moins de 17 ans. Je sais. Et oui. Alors, à côté de vous, il y avait un spectacle formidable. Marine Le Pen faisait ça. Et eux disaient, il faut réagir. Alors, qui veut commencer? Entre l'éploration... Allez-y vite, alors. Très vite, je prends juste le départ. Sangatte, c'est très intéressant pour 2 raisons. La première, c'est que ça nous rappelle une chose qu'on oublie tout le temps quand on parle d'immigration, c'est que les gens rentrent et sortent. Que le problème, c'est les migrations. C'est pas résolu. Oui, premièrement. Et deuxièmement, j'ai lu le livre de M. Sarkozy dans lequel il se réjouit d'avoir réglé le problème de Sangatte. Allez vous balader dans le Nord. Les gens, au lieu d'être dans le centre de la Croix-Rouge, discuter avec des élus du Nord, je suis absolument... Madame Le Pen est d'accord avec vous. Tout peut arriver. Je vous ai pas dit que tout était réglé. Il reste environ 350 personnes dans le Calaisis, en moyenne, qui font l'objet d'attention de la part de la préfecture et des associations. Mais de là à vous dire que tout a été réglé dans le Calaisis, je vous mentirais. Donc je vous dis qu'on a divisé, vous faites l'opération par vous-même, de 3500 personnes, on est à moins de 300 personnes. Est-ce que vous savez combien de personnes ont transité par Sangatte? Combien de personnes ont transité par Sangatte? Et sans compter, monsieur... 40 000 en 4 ou 5 ans. Donc il en continue d'arriver. Et sans compter le message international que ça a délivré dès le départ, c'est-à-dire on n'entre pas en France pour y rester ou pour y passer dans n'importe quelles conditions. Il y a des règles en France, dans notre pays, depuis que nous sommes au pouvoir. Efficace ou pas efficace, monsieur Moreno? Parce que vous avez été mis en cause, là, l'Espagne a laissé... Comme on a évoqué la régularisation massive, je veux quand même expliquer, parce qu'il faut que j'explique. Le gouvernement Zapatero arrive au gouvernement, il y a 1 million d'illégaux. Qu'est-ce qu'on fait le coup là, de 2002, les socialistes... Non, qu'est-ce qu'on fait? On les expulse. S'il y a quelqu'un autour de cette table qui peut me dire comment expulser 1 million de personnes, qu'ils me le disent, on essaye. Ne les laissez pas rentrer. Non, attendez. Oui, mais c'était un gouvernement de droite. C'était un gouvernement de droite. Non, attendez, mais laissez-moi. Régulariser presque 400 000. Donc, qu'est-ce qu'on a? Soit on laisse les régularisations, effectivement, l'économie souterraine, c'est ça qui attire. L'effet d'appel, c'est ça. C'est l'espoir de pouvoir travailler quand on rentre irrégulièrement. C'est le travail au noir qui attire. Exactement. Et n'oubliez pas, cette régularisation est unique, et elle est liée à un contrat de travail. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? 600 000 emplois, 600 000 personnes qui ont des droits et des obligations. Ce n'est pas des gens qui travaillent pendant 8 heures et qui après disparaissent comme des fantômes. Ils ont des droits et des obligations. Nous, on veut des travailleurs qui ont des droits et des obligations.
Oui, mais d'accord. Et c'est 600 000 personnes. Ils vont venir, monsieur. C'est 600 000 personnes, s'il vous plaît, laissez-moi finir. C'est 600 000 personnes qui font marcher l'économie. Donc, le boom espagnol, ça serait une partie, ça serait une raison du boom espagnol. Ils rentrent dans la machine. Et simplement, toutes les études le démontrent. Simplement, l'Espagne a profité des... Il y a une étude de la Caixa. La croissance économique de l'Espagne est absolument nettement liée à la présence massive de l'immigration. Un petit peu au milliard que déverse l'Europe aussi, non? Attendez. Simplement, la Caixa a donné une étude. C'est la banque, la Caixa. La banque, une banque, c'est quand même sérieux, je pense. Ça dépend. Ça dépend, il y a des banques... bon. Donc, c'est ce que dit Sarkozy, c'est sérieux, les banques. sur 10 ans, 2,6 de croissance en moyenne. Sans l'immigration, moins 0,66. Alors, maintenant, vous dites... Récession. Alors, pourquoi vous dites à l'aide? À l'aide? Oui. Parce qu'on attaque un pilier de l'immigration, de la politique de Zapatero, qui effectivement, on se retrouve aux frontières, on est la porte de l'Europe. Tout à fait. Donc, il y a 5 000 morts, hein, 5 000 morts en mer. 5 000 morts, c'est pour ça que c'est le pilier dramatique. C'est une catastrophe. Mais on a oui, mais si les Canaries étaient françaises, je veux dire, ils arrivent... Non, mais la moindre des choses, c'est de travailler au niveau du G5 avec les ministres de l'Intérieur du G5 et de définir des règles. Parce que ceux qui arrivent chez vous en situation illégale peuvent aussi arriver en France. Et nous menons une politique qui après devient de plus en plus difficile parce que vous ne prenez pas les moyens de gérer votre immigration correctement. Et vous appelez à l'aide aujourd'hui. On les prend les moyens. Et les moyens, c'est la lutte contre justement l'immigration clandestine. Bon, ok. Simplement un chiffre. Cette année, 2006, on a reconduit 53 000 personnes. 53 000 personnes. Et nous? Nous, 26 000 environ, voilà. plus les faits et les paroles. Les paroles et les faits. Vous avez eu 3 millions, vous avez eu 3 300 000 immigrés en 10 ans, vous, en exactement. Espagne. Hein? Madame Le Pen, vous êtes la politique du barbelé. La politique du barbelé. Se renvoient leurs chiffres de renvoi des clandestins à la figure. Écoutez, moi, je crois qu'il y a deux grandes questions. D'abord, j'aimerais dire, et je vais être d'accord avec Mme Taubira sur certaines choses, je vais être d'accord avec beaucoup de gens sur certaines choses dans ce débat. D'abord, combien sont-ils? C'est déconcertante dans cette émission. Ben oui. Combien sont-ils? On ne sait pas. Je pense qu'on ne peut pas envisager une politique d'immigration si on ne sait pas déjà combien il y a d'immigrés légaux et d'immigrés illégaux. Non, personne ne le sait. On ne sait même pas combien il y a d'enfants, d'ailleurs clandestins, qui sont scolarisés dans notre pays. Bon, donc on ne se donne pas les moyens de savoir. Deuxièmement, qu'a-t-on à leur offrir? Parce que, je veux dire, nous n'avons rien contre les immigrés. Mais le phénomène de l'immigration est un très lourd problème. Il le sera pour nous, mais aussi pour les Russes, aussi pour les Américains. Et aussi pour... Bon. Moi, il y a un problème dans ce que dit M. Moreno. C'est qu'ils ont régularisé 700 000 clandestins. Mais il faut savoir, qu'avec les règles européennes, à partir du moment où ils ont un papier européens. Ils peuvent venir s'installer dans toute l'Europe. Ce qui veut dire que nous n'avons plus la maîtrise de notre immigration. Entre l'Italie et l'Espagne, 1,5 million de clandestins ont été régularisés qui, demain, peuvent venir s'installer en France. Or, nous n'avons plus de travail. Nous avons 5 millions de chômeurs. Nous n'avons pas les mannes européennes, monsieur, qui se déversent sur l'Europe. Nous n'avons pas de croissance. Nous avons 2 000 milliards de dettes. Et aujourd'hui, la communauté nationale ne peut plus assumer financièrement le poids de cette immigration. Vous allez reprendre votre slogan d'avant, 5 millions d'immigrés égale 5 millions de chômeurs. L'immigration choisie est un scandale. Voilà, et là, je vais être d'accord avec Mme Taubira. Elle n'a rien dit. Non, mais d'accord, mais c'est scandaleux. Voilà. C'est une manière d'envisager l'immigration qui est scandaleuse. On fait le commerce de l'humain. Et c'est malhonnête pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on retire les élites aux pays africains qui en ont bien besoin pour se développer. Et on va leur chercher leurs meilleurs éléments pour d'ailleurs les payer 2 fois moins cher que ceux qui ont la même formation française dans notre pays. Et on va les condamner à la pauvreté ad vitam aeternam. Pour ça, c'est malhonnête. Et deuxièmement, c'est malhonnête parce que nous avons 5 millions de chômeurs. Comment peut-on dire qu'on va aller chercher des gens pour remplir des emplois alors que nous avons 5 millions de chômeurs dans notre pays? D'où vous sortez 5 millions de chômeurs? Mais vous savez très bien que si vous rajoutez les chômeurs officiels, avec ceux qui touchent le RMI, avec ceux qui sont au temps partiel de manière forcée, avec ceux qui sont en formation, on arrive à 5 millions. Donc vous dites 5 millions de chômeurs, chaque million d'immigrés? Mais pas du tout. Je dis pourquoi aller chercher des immigrés à l'étranger, soi-disant choisis, alors que nous avons 5 millions de personnes qui n'ont pas de travail dans notre pays. Mettons-les d'abord au travail. Y compris d'ailleurs des centaines de milliers d'immigrés à qui nous n'avons pas... à qui nous ne pouvons pas offrir de travail. Envoyez-nous les Français, on a besoin de personnes. Et je Monsieur Moreno, discipline française. Monsieur Moreno, discipline française, Monsieur Moreno. C'est vous qui nous les envoyez, monsieur. La démographie, c'est celle qu'on a. Alors, venez pas nous dire,
au secours, quand vous régularisez 700 000 personnes et que vous faites un appel d'air, évidemment, à toutes ces populations miséreuses. Vous leur faites croire que c'est l'Eldorado. Vous leur faites croire que l'Europe est l'Eldorado. Monsieur Ratti, mettez un peu d'ordre dans cette émission. On les met dans des hôtels, mais vraiment, c'est pas de la vision. Écoutez, une chose, c'est les paroles, les autres, c'est les actes. Nous, on est au gouvernement et on a dit... Vous n'avez pas encore l'expérience, donc... Non, mais j'espère bien avoir... Stop. Quand une Bretonne et un Espagnol se rencontrent... Allez-y, Madame Taubira. Non, on pourrait presque être désorienté par la ferveur humaniste. Mais vous n'êtes pas. Non, je ne le suis pas, effectivement. Alors, vous avez trouvé des points d'accord avec Madame Le Pen? Aucun. Ah bon. Alors, que Madame Le Pen dise qu'elle est d'accord avec ce que j'ai déjà dit, c'est son affaire. Mais moi, je n'en trouve pas. Ce que je peux dire très précisément, la ferveur humaniste du Front National pourrait complètement nous désorienter. Ça, c'est déroutant. Parce que vous avez des a priori. Vous la troublez, c'est bien. Non, madame, je me base sur les propos. Vous avez des a priori. Alors, il y a simplement une concurrence de populisme dans cette affaire. Madame Morano nous parle de régularisation massive sous la législature Jospin. 82 000 personnes ont été régularisées. La fois précédente, c'était en 83, c'était 130 000 personnes pour une population de 60 millions de Français, à peu près. D'accord ? Alors, l'UMP, qui est toujours en train de nous donner des leçons sur les États-Unis. Les États-Unis ont régularisé, c'est le Sénat américain républicain, a décidé de régulariser 7 millions de clandestins. 7 millions de clandestins, c'est-à-dire que si la France faisait jeu égal, en proportion de population, elle régulariserait plus de 1 300 000 personnes. Alors, lorsqu'on nous parle de régularisation massive, il faut que les mots aient un sens. Ou alors on fait de la propagande, on trompe les gens, et c'est cela, cette espèce de populisme concurrent entre l'UMP et le Front National, un populisme offensif, celui de l'actuel ministre de l'Intérieur, et le populisme, j'ai presque envie de dire sénile, qui depuis 50 ans, un demi-siècle, nous ressasse les mêmes antiennes, depuis un demi-siècle. Et simplement, ces populismes-là ont le même fondement. C'est le refus de l'autre. Ils ont la même caractéristique, c'est qu'il n'y a pas d'issue politique. Vous les mettez dans le même sac. C'est une impasse. Mais ce sont eux qui se mettent dans le même sac parce que le ministre de l'Intérieur, qui en fait flatte les gens, sur une opinion qui est fondée simplement sur le niveau d'information des gens, au lieu de donner des informations aux gens, c'est-à-dire leur dire vraiment les chiffres. Les immigrés, vous les avez définis en début d'émission. C'est 4,9 millions de personnes en France. 8,1% de la population. 1,9 millions Français par naturalisation ou par mariage. Michel, nous sommes d'accord. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. En France, tout à fait. Mais vous savez bien que nos niveaux de population en Outre-mer ne modifient pas de façon substantielle les pourcentages. Donc sur l'Union européenne, on estime qu'il y a 3 à 5 millions d'immigrés clandestins. 3 à 5 millions d'immigrés 350 millions. clandestins. D'accord. C'est pareil. Comment on peut nous affirmer qu'il y a 350 à Sangage? Par définition, les clandestins ne se font pas. En termes d'intégration, qu'en a-t-on fait? Il suffit aussi d'aller dans les quartiers difficiles, de voir ces gens, ces pauvres gens, j'oserais ajouter, qu'on a laissé venir dans notre pays, laissant croire qu'ils allaient trouver l'Eldorado, qui, en fin de compte, n'ont trouvé ni travail, vivent dans des squats, dans la misère. Si c'est ça, Madame Taubira, ce que vous voulez en termes d'humanisme, c'est pas ce que nous voulons. Ensuite, après, quand on parle d'immigration choisie, je voudrais rappeler qu'au début du siècle, moi je viens de Lorraine, on a une population issue de la plus grosse communauté, c'est la communauté italienne, 50 000 personnes. À l'époque, il y avait des bureaux de recrutement qui allaient en Italie chercher les maçons pour reconstruire la France parce que nous en avions besoin. C'était déjà une immigration choisie. Par ailleurs, on parle du pillage des cerveaux. Et là, je voudrais quand même insister parce que vous devriez lire la loi, Madame Le Pen. La loi, elle dit quoi? La loi que nous avons votée à l'Assemblée nationale. Vous êtes député européen, lisez aussi la loi française puisque vous voulez défendre une politique d'immigration. La loi française dit que nous avons voté au mois de juillet dernier, elle met en place le visa
compétences et talents, qui permet à des étudiants venant du Bénin, en coopération avec une convention avec le pays dont sont issues les personnes, de leur donner un visa qui leur permette de faire des études en France et de repartir au bout d'un certain temps, parce qu'il y a une convention, il y a une convention avec leur pays, et c'est important pour le développement de ces pays. Donc, attendez. c'est ça Didier a demandé la parole une depuis longtemps. politique Ensuite, responsable et humaine. Didier, comment vous réagissez à ce qu'il vient d'être dit? Moi, le terme immigration choisie, j'ai un vrai problème. Ça me ramène à l'esclavage où on choisissait en choisissant, par les dents, tout ça. Montre-moi tes dents, je vais voir. Montre-moi les dents, tu as de grosses dents, allez, viens, tu vas venir dans les... Ça me fait mal quand vous dites ça, parce que je suis désolé, mais c'est ce que je pense. Franchement, je ne peux pas ressentir les choses comme ça. D'accord, mais merci. il ressent comme ça. Oui, c'est très dur. C'est comme ça qu'on le ressent, madame. Pour les Français, c'est pas comme ça aussi. Pour les Français, c'est pas comme ça, mais il n'y a pas que les Français dans le monde. C'est leurs règles de mais aujourd'hui, dans ces règles que les Français choisissent, continuez, Didier, ensuite vous réagirez. Les Français choisissent leurs règles. Il ne faudrait pas qu'ils soient amnésiques par rapport à l'histoire. Si l'Afrique est pauvre, c'est qu'elle est appauvrie et jusqu'à présent, aujourd'hui. Et aujourd'hui, les grosses sociétés qui pompent, et le pétrole et le cacao, c'est bien quand on mange du chocolat fait en France, mais le chocolat, là, c'est le paysan qui aujourd'hui, sa terre ne peut plus rien produire. Ce paysan africain, aujourd'hui, s'il ne peut plus... Oui, je suis désolé, mais ce paysan, s'il ne sait plus rien faire, parce qu'il n'a plus de richesse, il va vers là où il y a la richesse. Si elle est au nord, il viendra vers le nord, ça finit par rien. Et tant pis. Mais si tu le régularises... On ne veut pas qu'il vive dans des squats et qui décèdent dans des incendies avec deux enfants. Arrête de nous faire le numéro de la grande pitié à l'égard des immigrés. Lorsqu'on évacue le squat de Cachan, qu'on m'explique comment on est vraiment attendri par la situation difficile des personnes qui étaient dans le squat et qu'on les met à la rue. Alors c'est quoi la situation des gens de Cachan? 40% des personnes sont des personnes régulières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le problème du logement. Et ça nous rappelle bien que le ministre de l'Intérieur n'applique pas, ne respecte pas la loi sur le renouvellement urbain qui prévoit 20% de logements sociaux. D'accord? Donc c'est un premier point. Le deuxième point, pardon, la plupart des hommes travaillaient. Je n'ai pas connaissance qu'on recherche activement les entreprises qui les embauchaient et qui les payaient en espèces. Elles aussi, elles transgressent la loi. Donc il faut peut-être poser un peu le principe de justice. Arrêtez de nous faire les numéros d'humanisme. Arrêtez de parler de sympathie, d'attention et d'attendrissement. Cette situation date de 2000, Madame Taubira. Pourquoi vous posez le principe de justice. Le principe de justice, c'est que si les personnes sont dans cette situation-là, il n'y a pas de raison qu'elles soient seules à en payer les conséquences. Lorsqu'on utilise l'appareil d'État pour provoquer un tel désordre, il faut aussi que l'État assume une des conséquences du désordre. Monsieur Vivorca. Je voudrais souligner très brièvement 4 points, très brièvement. Allez. Premier point, sur 5 millions d'immigrés, enfin 4 millions 9, 5 millions de chômeurs, donc... J'ai jamais dit ça, j'ai dit qu'il y avait 5 millions de chômeurs dans notre pays. Oui, non, mais dire ça, je ne connais pas un économiste sérieux qui vous dira que les emplois que peuvent occuper les immigrés sont les emplois des 5 millions de chômeurs en France aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur. Laissez-moi terminer. Je connais des économistes compétents, ils disent tous la même chose. Deuxième point, ne réduisons pas l'apport de l'immigration à ses seules dimensions économiques. Le sport, alors évidemment, ça ne plaît pas à M. Le Pen d'avoir une équipe de football comme on en a une, mais ou à d'autres. Bon, le sport. Et ça ne plaît pas d'ailleurs non plus beaucoup à M. Sarkozy, en tout cas, quelques sportifs. Je vous permet de dire ça. Quelques sportifs comme Yannick Noah, comme Vieira, comme Thuram, on fait savoir. Jamais il n'a fait de déclaration en ce sens. Après que d'autres fassent des déclarations dans le sens-là, mais pas Nicolas Sarkozy, ne le mettez pas en avant. Je termine. En matière culturelle, sportive, intellectuelle, littéraire, etc., l'immigration apporte énormément de vitalité à ce pays. Oui. Troisième remarque, il ne faut pas avoir comme seul modèle le modèle des années 60-70 qui débouche sur les énormes problèmes de la panne des banlieues. Aujourd'hui, les gens veulent bouger. Les gens souvent veulent avoir un passeport espagnol ou français ou italien pour pouvoir circuler. Et je ne vois pas pourquoi on refuse la mobilité à des gens qui veulent aller et venir, alors que nous-mêmes, nous passons notre temps quand nous le souhaitons en voyager. Attendez, vous me faites penser à un truc. Je peux vous interrompre 3 secondes? Mais monsieur Moratti, bien sûr. Vous êtes trompé. Je vous l'autorise. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque? Non, ça va dans le sens de ce que dit Catherine de Vittol de Vanden, qui est une grande spécialiste, qui est directrice de recherche au CNRS, qui elle affirme: en durcissant
durcissant les règles, on développe la clandestinité. Mais bien sûr. C'est pas une politique trop laxiste, mais une politique trop restrictive qui crée l'illégalité. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais monsieur Mati, vous m'avez interrompu, donc je reprends un dernier point, très bref. De la même façon que, donc il y a toutes sortes de figures, des gens qui bougent, etc. De la même façon, les histoires de brain drain, de cerveau qu'on va chercher, de brain drain, on pompe les cerveaux. Je suis pas Mais il n'y a pas que des gens qui viennent des pays les plus pauvres. Nous avons beaucoup de Chinois. Regardez les Indiens. Les fameux informaticiens indiens. Exactement. Mais c'est un exemple passionnant. Nous avons des Indiens, nous avons des Turcs, nous n'avons pas que des gens. Un quart des immigrés est diplômé. Et ils le sont de plus en plus. D'accord. Bon, alors monsieur, non, je vais me faire avoir un problème vraiment avec l'Espagne. Déjà, ça va mal avec l'Espagne en général, alors allez-y. Je veux simplement revenir sur ce que disait Didier. On a beaucoup parlé d'effets d'appel. Mais effectivement, je pense qu'il faut parler d'effets de sortie. Pourquoi les gens émigrent à cause de la misère. C'est un effet de fuite de la misère. Et je vais vous dire quelque chose. Dernièrement, j'avais vu une photo dans Le País, en première page, juste après la victoire du Barça. L'équipe de foot. L'équipe de foot, oui. Et il y avait un émigré donc sénégalais qui avait le maillot du Barça. C'est parce que les gens rêvent. C'est pour ça qu'ils veulent venir. Donc, il faut leur donner une réponse. On n'émigre pas par plaisir. Moi, je suis fils d'émigré. Mes parents sont partis à l'époque en Suisse. C'est pas par plaisir. On s'expatrie peut-être par plaisir, mais on n'émigre pas. Et ça va toujours dans le même sens. Donc, c'est un problème qui va durer. Il faut se le dire. Et qu'il faut résoudre ensemble. Et moi, je pense qu'il faut faire un plan Marshall, comme avait eu l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, pour l'Afrique. Et pas simplement donner de l'argent, mais simplement... Mais par exemple, monsieur, je comprends bien ce que vous dites, mais comme Didier fait des chansons, vous connaissez par cœur la parole de votre chanson c'est en Wolof, oui, mais... c'est en Wolof, je parle mal le Wolof aussi mal que l'espagnol, mais attendez, je vais essayer de trouver ça. Si on me dit en régie où est votre chanson... Voilà. Les jeunes Africains, vous les accusez d'être des fous, des naïfs, de n'avoir rien compris. Tant qu'on sera là à dormir et à rêver de sortir du pays, on laissera la place aux néocolons qui nous pillent. C'est ça que vous chantez en Wolof. Voilà, vous allez au bord de la mer et vous empêchez les pirogues de partir. Oui, je suis allé donc voir tous ces gens qui partent avec les pirogues pour comprendre pourquoi ils partent. Et le truc, c'est que voilà, on n'arrive pas à s'en sortir. On va vers là où il y a la richesse. Et même si on meurt en route. Même si on meurt en route, ça peut pas être pire. Et donc là, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup d'années d'histoire qui a été faussée par rapport à l'Afrique. On a voulu évacuer les problèmes africains. Certains ont décidé, bon, écoute, moi je te coupe ici, là ce sera chez toi, là ce sera chez toi. Les fausses frontières, quoi, nées de la colonisation. Les fausses frontières et après une mauvaise gestion de l'indépendance des pays africains. Et ça a créé une énorme pauvreté. Et puis on aide des gens qui sont parfois pas blanc-bleu, qui peuvent être corrompus, qui peuvent être tout ça. Et aujourd'hui, ces gens qui sont... C'est la démocratie qu'il faut développer en Afrique. Oui, la démocratie selon des règles africaines. Et qu'on n'impose pas aussi une façon de voir. Et ce qui se passe la démocratie en France, elle a vraiment besoin d'être revigorée. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ces jeunes qui veulent venir. Ils se disent, mais on a contribué à la richesse de ce pays. On a contribué à la liberté de ces pays. Oui, les tirailleurs, les fameux tirailleurs qui sont morts par aujourd'hui, nos richesses voyagent pour aller dans ces pays. Mais nous, on ne veut pas qu'on vienne. Ce reste de l'antisémitisme. Pourquoi on ne veut pas de nous? Ils se disent, mais on a le droit aussi de jouir des richesses du monde. On nous parle de globalisation, on nous met à la télé l'Europe avec tout ce que ça... Et les gens, ils veulent aller. Je pense que quand les Européens sont allés en Amérique, c'était parce qu'il y avait de la richesse. Ils sont allés en Amérique, en Australie et j'en passe. En Afrique, quand ils sont venus, c'était pour prendre des richesses. C'était pas dans un but humaniste. C'était pas pour civiliser. Pas directement, en tout cas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a le retour du boomerang. Les États-Unis, je n'aime pas spécialement leur président, mais je me rends compte que quand ils donnent une green card et quand ils permettent aux gens de travailler, ces gens, il y a de l'incoming, de l'argent qui se fait, ils sont dans les règles, ils payent des taxes à l'État américain. Et aujourd'hui, le Sénégalais, qui est très grand voyageur... Il y en a beaucoup à New York. Voilà. Mais il part, il a un visa de 10 ans, il part, il revient au Sénégal, il fait avancer l'économie du Sénégal autant qu'il fait avancer l'économie américaine. Ils entrent et ils sortent. Donc vous êtes d'accord avec la phrase que je viens de citer, c'est-à-dire que plus c'est fermé... Il faut que les gens puissent circuler. Il ne faut pas que les Africains... On les empêche de circuler. Sinon, ils seront clandestins. On ferme les portes, ils sortent par la fenêtre. Ils entrent par la fenêtre. Par la mer, par les airs, dans les soutes à bagages. Et on n'est pas fiers de ça. Il y a des démonstrations. Lorsque l'immigration a soi-disant été suspendue en 1974, c'était Giscard d'Estaing,
On a beaucoup dit qu'il avait décidé de suspendre l'immigration et il a un peu travaillé à la fixation, en mettant entre autres d'ailleurs des mosquées dans les usines, en tout cas en encourageant les mosquées dans les usines. Mais en tout cas, l'année d'avant, il y avait eu des crimes racistes à Marseille et l'Algérie elle-même avait décidé de suspendre l'immigration. Mais qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1974 ? En 1977, il y a eu la première aide au retour. Les Espagnols et les Portugais l'ont accepté, ils ont bien fait parce que 10 ans après, ils devenaient européens, enfin ils entraient dans l'Union européenne, donc ils n'étaient plus logés à la même enseigne, mais les Algériens notamment l'ont refusé. Pourquoi ? Ils craignaient de perdre leur retraite. Et la loi sur la cristallisation leur donne raison. Aujourd'hui encore, vous savez que les anciens combattants africains n'ont pas le droit de toucher leur retraite parce que unilatéralement, la France a décidé que la cristallisation suppose que... La cristallisation, c'est la séparation des niveaux de retraite. Alors, les anciens combattants français ont un niveau de retraite. Oui. L'ancien combattant africain a 100 fois moins parce qu'on considère que ça pourrait perturber son économie. Alors qu'ils sont morts par milliers, par milliers, absolument, par milliers, absolument. Et le film Indigène va nous que vous avez soutenu n'a pas modifié. Je vais vous dire, vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison lorsque vous dites que le fait de durcir les lois fixe les gens. Parce que du coup, les gens ne sortent plus. Donc il n'y a plus la mobilité, il n'y a plus de circulation. Et puis il faut rappeler que quand même, parce qu'on nous explique que pour arrêter l'immigration, il faut faire du co-développement. Oui, alors le co-développement, ça j'aimerais bien que quelqu'un me précise ce que c'est. Oui, l'aide publique au développement. Attendez, ce que les immigrés envoient dans leur pays d'origine vaut 3 fois l'aide publique au développement. Premièrement, 3 fois. Ce qu'ils rapportent qu'ils envoient, c'est 3 fois plus que l'aide publique au développement. 180 milliards sur l'ensemble de la planète. Et une dernière chose, milliards d'euros. Les migrations sud-sud. La première ou la deuxième ressource du Mexique, les remessas. Les migrations sud-sud, les migrations sud-sud. Alors oui, mais les subventions agricoles qui pénalisent la compétitivité des productions agricoles, ça aussi, ça gêne. Ça aussi, ça empêche le développement de ces pays. Moi, il y a 3-4 points, parce que pour revenir un petit peu sur le débat. Je voudrais répondre à un monsieur qui me dit on ne trouve pas de Français pour remplir les emplois, donc on va chercher des immigrés. On nous a déjà fait le coup en 1974, et vous savez très bien qu'on l'a fait au bénéfice d'un certain nombre qui voulait peser à la baisse sur les salaires manuels. On aurait dû faire l'inverse. On aurait dû revaloriser le travail manuel. Aujourd'hui, on voit dans quelle situation on est. On saute une tranche et on fait appel maintenant à des ingénieurs pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on va chercher des ingénieurs indiens moins cher, quoi. Moins cher que les Français. Le problème, c'est qu'ils en forment 525 000 par an. Nous en formons 28 000. Je vous laisse voir ce que ça va donner. Deuxièmement, vous dites, lorsqu'il y a des règles strictes à l'immigration, en réalité, ça entraîne une immigration clandestine supplémentaire. C'est pas vrai. Aux Pays-Bas, par exemple, eh bien, ils ont considérablement rendu sévère leur loi sur l'immigration et notamment, ils ont coupé les pompes aspirantes, c'est-à-dire l'ensemble des aides qui, évidemment, sont un appel d'air quotidien. 5% des gens qui rentrent en France ont un contrat de travail, ce qui veut dire que 95% des autres, il faut bien les assumer. Or, on les assume, on les loge, on les éduque, on assure leur sécurité, et les Français ne peuvent plus, l'économie française ne peut plus supporter ce poids-là, sans haine, sans mépris, avec toute la fraternité nécessaire, mais c'est la réalité. C'est les droits sociaux qui les attirent, c'est le CMU, c'est tout ça. C'est le fait de pouvoir vivre sans... Chacun retrouve ses marques, là. Chacun retrouve ses marques, c'est plus net. Ça, des États-Unis. Écoutez, je retombe. Là, c'est plus le numéro de l'humanisme et de la pitié, là. C'est le numéro des préjugés habituels. Non, mais c'est pas des préjugés, c'est normal, madame. Quand on meurt de faim dans son pays, c'est normal de vouloir aller là où on peut vivre. Arrêtez votre misérabilisme. Et vous êtes député des dom-toms, et nos compatriotes des dom-toms sont en train de mourir de l'immigration, et vous le savez. Eh bien, ils peuvent pas compter sur vous, ça, on est sûr. Je les trouve en bonne santé. Je les trouve encore très généreux et je les trouve en pleine forme. Mais ils sont en pleine forme. Ils ne meurent pas de l'immigration, madame. Ils sont en train de se plaindre beaucoup. Non. Parce que la fraternité pour eux, ça n'est pas un mot. Arrêtez. On verra les scores que vous ferez la prochaine fois. On parle des États-Unis. Je tremble des États-Unis. Terminé. On fait des comparaisons avec les États-Unis. Mais il y a une fondamentale différence, justement, avec les États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, monsieur Moati, vous y allez, vous travaillez, c'est bien, mais vous ne travaillez pas. Personne ne vous aide. Vous n'avez aucun droit. Votre présence ne... Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que votre... Mais c'est vous qui faites des comparaisons, c'est pas moi. Elle n'a pas dit que c'était bien. D'accord. Moi, je suis pas une admiratrice des États-Unis comme M. Sarkozy, vous trompez pas. Mais je veux dire, vous n'avez le droit à rien. Ce qui veut dire que votre présence sur le territoire américain ne pèse pas sur l'économie et sur la communauté nationale. Ça fait quand même une lourde différence. Maintenant, sur la coopération avec l'Afrique que nous défendons, je vous rappelle quand même que Jean-Marie Le Pen a été le premier en 1997 à demander le moratoire total des dettes des pays du tiers-monde. Ça, on l'oublie un petit peu vite, peut-être. Bon. Eh bien, cette coopération, elle ne s'est pas faite jusqu'à maintenant, quoi qu'en disent
ceux de gauche et de droite qui ont été au pouvoir. Il faut effectivement la faire. Mais c'est quoi le co-développement? Eh bien, écoutez, c'est quoi? Voyons avec eux. Le co-développement, c'est faire des universités là-bas plutôt que d'en faire ici et de faire venir des étudiants dont la moitié resteront ici. Qui viennent étudier chez nous et qui repartent ensuite. C'est ce qu'on a mis dans la loi du mois de juillet. Non, mais écoutez, essayez de regarder. Vous êtes française, vous prêchez pour la France. Regardez ce que nous votons en France. Écoutez, la loi du 24 juillet, elle explique maintenant. Elle définit des règles de regroupement familial. On ne peut pas faire venir sa famille si on n'a pas un revenu issu de son travail, si on n'a pas un logement qui correspond à des critères pour accueillir un nombre d'enfants. Avant, vous pouviez faire venir votre famille, vous aviez des revenus de l'assistant, vous pouviez faire venir votre famille, vos enfants. C'est fini avec la loi du mois de juillet, vous devriez vous en satisfaire. Par ailleurs, quand vous parlez de co-développement, on a mis en place dans cette loi aussi une incitation fiscale à l'épargne de co-développement. Ce qui veut dire qu'en fait, ça permet à des gens qui vont économiser pour pouvoir réinvestir dans leur pays. Parce que c'est ça aussi le co-développement. Et je rappellerai aussi que le président de la République, Jacques Chirac, s'est engagé et a, lui, augmenté, nous avons augmenté en termes de revenu national brut. On en est à 0,7 d'aide aux pays en voie de développement. Et monsieur Moati, moi, ce qui me choque, vous savez, moi, j'ai 42 ans. 1%. Ce qui me choque, c'est que quand je regarde mon livre d'histoire, quand on était à l'école, on apprenait les pays sous-développés. D'accord, les pays sous-développés. Moi, je regarde les livres d'école de mes enfants et on est passé donc après, même nous, quand on a passé le bac, c'était les pays en voie de développement. Et nos enfants ont toujours les pays en voie de développement. Ce qui prouve qu'il y a un vrai problème et que l'enjeu par rapport à cette population de jeunesse africaine, ça sera effectivement d'aider les pays africains et que l'Afrique aussi se prenne en main à développer des vraies démocraties, même si je suis d'accord avec les difficultés qu'ils rencontrent. C'est vrai que leur problème de frontières et de répartition des choses. Écoutez Didier là-dessus. Je lui passe la parole. La chose la plus importante pour l'Afrique, c'est l'état de droit. Leur aider à mettre en place un état de droit. Parce que les entreprises n'iront pas investir là-bas si elles ne savent pas, sur le plan juridique, ce qui va se passer. C'est ça qui est le plus important. Il y a une part de vrai là-dedans. On ne peut pas faire de la gérance non plus. Il y a une part de vrai dans le fait que des entreprises, monsieur Moati, sont implantées en Afrique, comme elles sont implantées en Amérique du Sud et en Asie, des entreprises européennes multinationales, qu'elles font des bénéfices dans ces pays-là, qu'elles ne contribuent pas aux charges communes parce qu'elles ne sont pas fiscalisées dans ces pays-là. Alors, il n'y a pas d'instabilité qui empêche l'implantation d'entreprises. Voilà, je suis entièrement d'accord. Vous prenez le cas du Congo, ils ont du pétrole. Le pétrole est exploité par une société qui s'appelle ELF. Les Congolais ne voient pas les bénéfices de ce pétrole. Ils ont même des pénuries d'électricité. Et tu vas au Niger, tu as de l'uranium. Et les Nigériens ne profitent pas, c'est des sociétés françaises qui profitent. Quand ces gens sont pauvres, on dit mais pourquoi ils sont pauvres? Leurs gouvernements sont corrompus. Non, mais tu confisques la richesse, les gens ils seront pauvres. Il n'y a pas de miracle. Et c'est confisqué, manu militari, je veux dire, un président qui n'est pas d'accord et qui veut remettre en question les accords, et que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite ici, tout le monde a continué à pomper l'Afrique. Chaque fois qu'on a voulu remettre en cause tous ces accords, il y a eu des coups d'État. Et on a dit, ouais, c'est un dictateur. Et les armes, nous, on ne fabrique pas des armes. C'est vrai qu'on se bat souvent, mais on ne fabrique pas ces armes. Les gens viennent, ils amènent des armes, ils arment des voisins, et on fait croire qu'il y a une rébellion, c'est génocide. Les États-Unis, tout le monde a une responsabilité. Mais aujourd'hui, accepter cette responsabilité et laisser les gens se développer. Tant que les gens n'arriveront pas à se développer, ils seront pauvres, ils viendront. Mais comment? Ça veut dire quoi, laisser se développer? Moi, je connais bien l'Afrique. Je connais bien l'Afrique. Ça veut dire quoi? Laisser se développer, c'est-à-dire, par exemple, le problème de la dette, il faut le régler. Ah oui, ça nous asphyxie. Et après, on t'impose le problème des prix aussi. Tu ne décides pas du prix de ton cacao, même si tu es le premier producteur, et après ton paysan, à qui on a imposé pendant des siècles et des siècles. C'est les lois du commerce international qu'il faudrait revoir entièrement. Déjà, par exemple, dans le cas du Sénégal, on nous a dit... Excusez-moi. Vous savez, il existe des conventions de coopération entre l'Europe... Mais justement, j'y viens. Parce qu'on n'a pas encore parlé du co-développement. Serge Moati, ce que développait Nadine Morano, c'est du bricolage, c'est du niveau des associations, des toutes petites ONG. Le co-développement, c'est pas à cette échelle-là. Le co-développement, c'est d'abord la révision, effectivement, des conventions internationales. Les conventions
conventions internationales sont basées sur sont fondées sur un principe, c'est qu'il faut aider des cultures qui étaient là à l'époque coloniale. C'est-à-dire qu'on a consolidé une économie spéculative. C'est le cacao là, l'arachide là, les bois précieux là, les minerais précieux là, etc. Il faut changer le développement, ça n'est pas ça. On ne peut pas faire toute une économie reposée sur une ou deux cultures. La monoculture. Voilà. Le Niger, c'est l'uranium. Voilà, il faut changer la conception. Et le co-développement va commencer à partir de là. Pas lorsqu'on va dire qu'on va former quelques étudiants. Il y a d'excellentes universités en Afrique. Il y a des étudiants de très haut niveau. Et vous disiez tout à l'heure d'ailleurs que même ici en France, un quart des immigrés sont développés. Je vais rappeler simplement que les immigrés dont nous parlons, parce que tout à l'heure, parce qu'on nous parle de massif, d'invasion, d'inquiétude sur l'identité française, je rappelle 4 millions 9. Non, c'est vrai. Non, mais moi, j'ai plus de respect pour la culture et la nation française. Mais vous l'entendez. Attendez, on n'est pas dans un. On a l'impression d'être dans un, soit au Libye, soit en Côte d'Ivoire. Voilà. On a l'ivoirité ici. C'est-à-dire qu'il y a eu une frayeur, panique. L'identité française, elle va périr où? Nous sommes en train de parler des immigrés. Dans les banlieues. D'Afrique subsaharienne. Dans les banlieues, la plupart du temps, sont des Français, madame. Il faudra prendre votre parti. Oui, mais vous ne les avez pas assimilés, madame Taubira. Les Africains. Les banlieues, vous dites que les banlieues, ça a un rapport avec ça. L'Afrique subsaharienne, monsieur Moati, c'est 550 000 personnes sur les 4,9 millions dont nous avons parlé. Et dans les 550 000, il y en a qui sont naturalisés français. C'est de chiffres comme ça qu'on parle. Alors ça veut dire, on a l'impression que c'est l'Empire romain, que c'est l'Empire romain avec la Grèce, en fait. Oui, non, mais surtout la Grèce, la civilisation hellène qui phagocyte la civilisation romaine. Je suis désolée, enfin, 500 000 personnes, ça met en péril l'identité française. Monsieur Viorca. Alors, je voudrais faire deux remarques. Ils disent eux-mêmes qu'ils ont menti. C'est sur ce problème du co-développement. Je pense que le co-développement sera absolument inopérant si on ne règle pas la question des systèmes politiques. Et ici, coup de chapeau à l'Europe. Coup de chapeau à l'Europe. On parlait du Congo, justement. Vous évoquiez le Congo il y a un instant. Il y a eu des élections. Il y a eu des élections qui se sont passées, qui ont failli mal tourner. Il y a eu une trentaine de morts. Mais qui est-ce qui a eu le rôle le plus central dans la bonne tenue de ces élections? C'est l'Union européenne. Donc je crois que le co-développement sauvage, si je peux dire, sans... comment dirais-je, une réflexion... Je parle de Congo-Brazzaville avec l'affaire Elf et... D'accord, moi je vous parle... Bon. Ça, c'est mon premier point. Et puis, le deuxième débat important qui a été enclenché, je voudrais l'illustrer par un problème précis. Cette idée que vous avez soulignée, M. Moati, selon laquelle plus les dispositifs sont lourds et contraignants et plus on pousse les gens à la clandestinité. Que va-t-on faire des quelques 20 000 ou 25 000 familles qui ont des enfants scolarisés et à qui on a répondu, ou on est en train de répondre, qu'elles ne seront pas régularisées? Va-t-on les expulser ou Alors on va expulser, donc c'est une annonce importante que vous faites là. Non, mais on va donc expulser. Je vous rassure, ils ne le feront pas. Vous inquiétez pas. Et si vous les expulsez, on a renvoyé 26 000 personnes. Non mais je vous parle de ces familles-là. En 2005. On a fait. Attendez, laissez-moi aller au bout de ma phrase. Attendez, madame, je termine ma phrase. Donc à peu près 25 ou 28 000 familles ont fait savoir qu'elles souhaitaient être régularisées. On en régularise 6 000. Les autres seront ou bien expulsées, ou bien, parce que le plus vraisemblable, c'est qu'elles ne seront pas toutes, elles seront poussées à la clandestinité. C'était une illustration de la remarque de M. Moati. Javier. Je vous appelle Javier, pardonnez-moi. Parfait. Pour rester dans la dimension internationale, c'est vrai que le co-développement est une dimension, mais une autre dimension de laquelle peu de personnes parlent, c'est le commerce international. Malheureusement, les négociations Doha sont freinées, sont suspendues à cause notamment des États-Unis. C'est le sujet central. C'est le sujet central. Les producteurs de coton sont plusieurs millions en Afrique. 70 000 aux États-Unis. Et simplement pour subventionner ces 70 000 personnes, on freine le commerce entre eux. Les gens demandent à produire et à pouvoir exporter. Donc il faut absolument que nous fassions au niveau de l'européenne pression pour que le paquet de développement qu'on appelle, ce qui est appelé le paquet de développement, soit mis en place, indépendamment du reste. Je vous renvoie à l'excellent livre d'Éric Orsena là-dessus, sur le coton. Oui, je l'ai lu. Ben, c'est formidable. Hein. Dites-moi, Mme Taubira, M. Viorca, Mme Le Pen, Mme Moreno, c'est lui. Moreno. Moi, italien d'origine et lui espagnol. D'accord. La question de l'immigration, elle va revenir comme ça pour les présidentielles? Vous pensez qu'on y est bon? Oui, moi je pense que c'est un sujet encore très important parmi les préoccupations de nos concitoyens, que nous avons fait beaucoup d'efforts, mais que l'effort reste à poursuivre, évidemment.
pour à la fois, je vous l'ai dit, continuer à définir ces règles et à les appliquer. On va s'engueuler sur l'immigration. Parce que ce qui est nécessaire, ce que Mme Taubira ne dit pas, et qui est quand même parfaitement scandaleux, c'est que l'intégration a été passée par perte et profit au niveau du gouvernement de Lionel Jospin. Il suffit d'aller voir dans les banlieues... Vous êtes pour le droit de vote des immigrés, par exemple? Non, mais il suffit... Vous êtes pour le droit de vote des immigrés? Non, je ne suis pas pour le droit... Oui, on n'est pas d'accord à 100%, je ne suis pas d'accord à 100% avec ce que dit Nicolas Sarkozy pour les élections municipales, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc, c'est pas une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté, je l'ai déjà dit. Donc, ça, on a un débat là-dessus, il a ses positions, moi, j'ai les miennes concernant ce sujet. Mais pour en revenir à l'intégration, il faut regarder... Moi, j'ai été rapporteur pour avis sur le budget de l'éducation nationale. Quand je vais dans des secteurs très difficiles, où j'ai un recteur qui me dit « Comment voulez-vous, Madame la députée, que j'arrive à intégrer à cette rentrée scolaire 500 jeunes environ qui sont arrivés à cette rentrée, qui ne parlent pas le français, et de la maternelle jusqu'au bac. Comment fait-on? Moi, je suis désolée, il y a une classe, c'était dans la presse de ce matin, je lisais ça dans le train en arrivant, et où l'enseignante dit qu'elle a 80% d'étrangers dans sa classe. Où est la mixité sociale? Où est l'intégration? Est-ce qu'on peut réussir? C'est pour ça qu'il veut changer la carte scolaire? C'est pour ça qu'il veut la supprimer? Mais il n'y a pas que pour ça. Mais je veux dire, il faut une vraie intégration. Si on veut que ces gens... C'est quoi une vraie intégration? L'intégration, c'est que quand les personnes qui arrivent, il leur faut à la fois un projet, il leur faut aussi la nécessité d'habiter dans un lieu qui est digne de ce nom, parce que le code de Cachan de 2000, c'est un scandale, et puis de les mettre tous dans les mêmes endroits, de les ghettoiser dans les cités, comme on l'a fait. Et moi, j'en viens, donc je sais de quoi je parle, j'y ai vécu, j'y suis née, j'ai vécu jusqu'à 23 ans. Et moi, j'ai vu à quel point, malheureusement, on a entassé ces personnes dans des logements sans espoir. Puisqu'on est à la présidentielle... Javier, je veux simplement dire, je ne vais pas donner de leçons, mais peut-être que certains partis pourraient en prendre exemple. Mais en fait, on pourrait demander par exemple qu'à Neuilly, il y ait la mixité sociale, que dans le Raincy, il y ait de la mixité sociale. On peut s'amuser à donner des leçons. On peut s'amuser à faire que toute l'histoire de la France se résume à 5 ans de législature Jospin. Mais je pense que c'est indigne parce qu'il s'agit d'un problème de société. Et que le sujet, c'est cela. Voilà, et qu'il faut arrêter de jouer à cela. Il s'agit de femmes, d'hommes et d'enfants. Et de nous faire des numéros de grande charité. Aujourd'hui, le problème de l'immigration, avec la raison, avec le cœur, mais pas avec les tripes. Et Zapatero, la régularisation, ce n'est pas sa politique d'immigration. Elle a été unique et liée à des contrats de travail, simplement. Ensuite, mais je vois simplement, très schématiquement, les 3 piliers. Le premier pilier, c'est effectivement la lutte contre les flux migratoires clandestins. On les accueille dignement, mais on les reconduit. Ensuite, le point central, c'est qu'on veut des immigrants avec des droits. Et des devoirs. Et des devoirs, exactement. Comme chez nous, le contrat d'intégration, des droits et des devoirs. 2006. Mais il y a des solutions, c'est pas les... Vous dites que le problème était commun. Le problème était commun. Non, mais attention, c'est pas l'immigration choisie. On a des instruments, notamment le visa temporaire pour recherche d'emploi. Un instrument qui marche. D'accord. Vous êtes contre le principe d'immigration choisie? Tout à fait. D'accord. Deuxième point, des contrats dans le pays d'origine. D'accord. Et le troisième pilier, qui est très important, c'est effectivement l'intégration, depuis le début. Nous, on était un pays d'émigrants, on est un pays d'immigrants. On est en décalage par rapport à ce qui s'est passé en France. Donc on va essayer de prendre des leçons de ce qui s'est passé. Prenez pas trop de leçons chez nous, parce que l'intégration est un échec total, permettez-moi de vous le dire. J'ai posé la question sur les présidentielles de 2016. Assimilation, non. Intégration, oui. Assimilation, non. Je vous réponds. Comme se sont assimilés à la nation française. S'il vous plaît, monsieur Vievorka. Prêtez attention, madame Le Pen, à monsieur Vievorka. Respecter les règles de chez nous, mais... Javier, moi je vais aller dans un de vos débats en Espagne, vous allez voir, je vais se souvenir. En une phrase, oui, je vais vous dire pourquoi ça va être un des éléments importants. C'est que parler d'immigration, ça permet de condenser toutes sortes de problèmes, du dedans et du dehors. On a parlé ici même de logement, d'emploi, d'école, de banlieue. On a parlé de relations internationales, du Congo, du Mexique, etc. On peut tout condenser. Et quand on condense dans des débats rapides, ça autorise toutes les démagogies, toutes les simplifications. C'est parfait. On ne peut pas faire un débat serein sur l'immigration. Mais bien sûr qu'on peut. Mais je ne pense pas. Nous l'avons fait à l'Assemblée nationale, ce débat sur l'immigration. Bon. Il a été serein. Si, madame Taubira. Mais non. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous êtes très aimable et vous y voyez un effet de la lopénisation des esprits. Vous y voyez un effet de la lopénisation des esprits, madame Le Pen? Très objectivement, ça fait 30 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. À tout le moins, dites-nous, vous aviez raison de dire que l'immigration poserait un jour un problème.
Bon, parce qu'aujourd'hui, elle pose un problème. Vous avez beau dire que c'est merveilleux, que c'est extraordinaire, il y a un vrai problème. Les Français, c'est vrai, sont inquiets. Ils ont des raisons d'être inquiets pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons aussi d'identité. Et que l'on vient plaquer sur l'immigration. Et que l'on vient plaquer à bien des égards artificiellement sur l'immigration. À bien des égards artificiellement. Moi, je pense que les Français doivent être inquiets de savoir si les responsables politiques de ce pays auront le courage de dire que pour que les retraites soient correctement payées, pour que tous les équipements publics qui seront nécessaires pour le 3e et le 4e âge, parce que les gens vivent de plus en plus longtemps et qu'on veut les maintenir en bonne santé parce qu'on les aime, il faut qu'il y ait une activité dans ce pays, il faut qu'il y ait des personnes qui fassent vivre ce pays. D'accord ? Donc il faut avoir le courage de le dire. Et l'identité française n'est pas en péril. Ce qui met en péril l'identité française, ce sont ces violations répétées de son propre droit, de ses valeurs, de ses principes. Ça l'affaiblit sur le terrain international et sur le plan interne, ça provoque du gaspillage de fonds publics. Merci madame. On termine par vous, Didier. Oui, je vous pense allez que... chanter une chanson non, mais je pense que... À la place du générique, là. Non, je vais dire que la politique d'intégration ici, c'est une réussite. Parce que madame Morena est d'origine... Moreno. Ça, c'était Moreno. Espagnol, Sarkozy c'était pas voilà, Sarkozy n'est pas d'origine... Et il veut être président. Donc c'est une preuve que l'intégration marche. Mais n'ayez pas peur de regarder dans votre histoire. Et tout ça là, tout le monde, ça ne marche plus. Ça marchera avec ou sans vous. Un discours optimiste, c'est bien. Il faut être optimiste d'ailleurs. Didier a terminé par un message optimiste. Merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Et de toute façon, donc à dimanche prochain, sur France 5, la chaîne où vous êtes. Décidément, si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup, mesdames. Parité absolument respectée. Merci, monsieur. C'est parfait. Oui. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci, Didier. Awadi, Didier Awadi. Un autre monde est possible à Contre-Flot, Marine Le Pen et la différence en identité culturelle, enjeu, débat et politique. Merci. Au revoir. À dimanche prochain.